Énormément de personnes décident d'arrêter de lire Jujutsu Kaisen après ce chapitre, et je vais pas vous mentir, moi je suis pas du tout dans ce cas-là, mais purée, ce chapitre, j'ai pas forcément envie d'en parler non plus, parce que vraiment le coup de Megumi qui a sombré à la fin, c'était très dur. Franchement, tellement dur que... 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 219 de Jujutsu Kaisen, bain numéro 4. Et c'est un petit peu dépité que j'aborde justement cette review, mais on va en parler bien évidemment. Et déjà, je vais commencer directement par la grosse polémique qu'il y a en ce moment sur Jujutsu Kaisen, parce que beaucoup de personnes ont un petit peu du mal à digérer les événements qui sont en train de se passer. Et c'est vrai que au départ, moi, vu que je suis un grand fan de Jujutsu Kaisen, je vais pas vous mentir, j'ai carrément du mal à avoir du recul négatif sur l'œuvre, mais en lisant les commentaires et autres, j'ai réussi à comprendre que en fait c'est surtout le traitement des nouveaux personnages qui laisse un petit peu à désirer, même surtout en termes de combat. Hormis le combat de Regi, de Akari et peut-être celui de Yuji face à Iguruma, alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de combats expédiés, beaucoup de faux semblants et une impression de rusher, tu vois, avec les 3 extensions de territoire du côté de Yuta. Le combat de Yuki, au final, elle est morte sans même avoir fait de dégâts à Kenjaku, alors que c'était un personnage hypé, et c'est pour ça que ça c'est un petit peu problématique, parce qu'on t'en parle depuis longtemps, et vu qu'elle n'a pas fait grand chose au final dans le manga, bah bien sûr en fait ça a pu perdre certains lecteurs, et en plus de ça on n'a même pas vu l'entièreté de ses capacités, vu qu'on n'a même pas vu d'extension de territoire. Et donc depuis le début de l'attaque mortelle, il y a beaucoup de lecteurs qui ont cette impression que le manga est plus ou moins rushé, et qu'il va vers sa fin peut-être un petit peu trop rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et bien sûr en plus avec Yorozu lors de ce chapitre, bah, on va ouvrir un autre dossier concernant le personnage, parce que c'est aussi un petit peu compliqué de son côté. T'inquiète pas, ça va aussi partir en théorie, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué et dont pas beaucoup de personnes ont parlé, et donc là il y a de quoi parler. D'ailleurs n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur les récents événements, même sur le rythme du manga actuellement. Est-ce que vous êtes déçu ou pas, vous personnellement, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que quoi qu'il en soit, moi je continue de kiffer et je suivrai Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin, même s'il y a des chapitres comme ça où ils me mettent extrêmement mal. Et donc en fait le chapitre va s'ouvrir avec une première partie sur un flashback sur l'ère Heian. On va voir des personnes parler de la vénération de Sukuna pour la fête des récoltes, et au lieu de donner justement des choses aux divinités, alors il les donne à Sukuna pour te dire un petit peu l'aura qu'il avait à cette époque-là, mais surtout aussi on va apprendre que c'est parce qu'il a été une véritable calamité en écrasant justement des factions, celles dont on nous avait parlé justement avec le personnage de Yorozu, la faction d'Uro et la faction des 5 généraux qui sont liés au Fujiwara. Mais voilà, en gros ils espèrent juste ne pas avoir de problème avec Sukuna, et c'est pour ça qu'ils lui offrent des choses, et c'est là où on va retrouver une Yorozu qui est complètement à poil. Voilà, elle n'a aucune classe lors de ce chapitre, vu qu'elle a été intégrée au clan Fujiwara. Bah bien entendu, ça fait parler, mais c'était pour ses capacités combatives. Elle a gagné cette position dans cette grande maison où il va y avoir une servante qui va arriver, qui va lui demander de s'habiller parce qu'il va y avoir le festival et elle veut s'y rendre pour aller bouffer, et au final, tu vois qu'elle s'en fiche, même si justement cette servante se fait tabasser juste parce qu'elle n'est pas habillée. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Donc voilà, c'est un petit peu les exorcistes à cette époque, c'était pas ouf, enfin pas trop du côté de l'humanité, je crois. Et c'est là qu'elle va voir Sukuna, dans cette ambiance du passé, dans ce style traditionnel, un Sukuna qui en impose, hein. Je vais pas te mentir, on dirait limite une statue, il est tellement stoïque, je me demandais s'il allait bouger, il n'a pas bougé lors de ce chapitre, mais c'est vrai qu'il est juste imposant, le voir comme ça, avec Uraume qui est en train de s'occuper de lui. Et bon, je vais pas te mentir, c'était tellement impactant que, franchement, je me suis visualisé ça avec un gros son dans ma tête pour annoncer l'arrivée de Sukuna. Le voir comme ça, c'est vraiment très marquant, et justement en fait ce qu'on peut remarquer sur lui déjà, c'est qu'il a l'air de s'ennuyer, en tout cas il a l'air de plus s'amuser là à la période actuelle, donc
sait-on jamais, est-ce que c'est pour ça qu'il aurait été transformé en relique? Et même, c'est vrai qu'on sait toujours pas comment il en est arrivé là. Est-ce que quelqu'un l'a battu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il avait un pacte avec quelqu'un? On ne sait toujours pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer qu'il n'avait pas ses tatouages au niveau de sa tête. Donc, là, il peut y avoir beaucoup de spéculations. Et t'inquiète pas, j'ai des théories sur ça, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça va aller un petit peu trop loin. Mais gardons toujours ça en tête. Vos directions auront des comptes à rendre. En tout cas, Yorozu va directement avoir un coup de foudre pour Sukuna, foncer vers lui alors qu'il a le visage déformé, il ressemble pas vraiment à un être humain, mais apparemment, ça l'intéresse, elle a aucune classe, tu vois, l'effet salaire et compagnie. Ah, ça suffit, pas, je t'avais prévenu, tu sors. Et tout ça parce qu'elle sent la solitude que peut ressentir Sukuna en ce moment. Et bien sûr, en fait, on rapproche ça de la force. Enfin, c'est ce qu'elle nous avait expliqué lors du dernier chapitre où Raume va pas la laisser s'approcher. Elle va la geler, mais Yorozu, elle va esquiver. Et ensuite, en fait, ça va se terminer très rapidement puisque Sukuna, apparemment, l'aurait juste découpée. Et est-ce qu'elle serait morte à ce moment-là? Peut-être bien, dans tous les cas on n'a pas d'autres informations et peut-être qu'elle avait passé un pacte avec Kenjaku avant, donc pour pouvoir revenir par le futur. Et c'est sur ça que le flashback va se terminer. Et personnellement en fait, justement moi j'attendais un flashback de l'ère Heian global, un gros flashback avec plein de personnages. Mais là je me rends de plus en plus compte qu'avec ces mini flashbacks de temps en temps, alors en fait on a toute l'image qui est en train de se construire, tout le passé qui est en train de se construire et je sais pas s'il y a forcément besoin d'avoir un autre retour en arrière plus global, même s'il nous faut quand même un flashback pour Sukuna. Au passage, j'ai aussi retrouvé cette critique qui est quand même assez intéressante, que peut-être que les personnages de la traque mortelle, voilà, on n'y est pas vraiment attaché, en fait, ça a été tellement rapide leur introduction que pour moi, ça a marché, mais je comprends en fait que beaucoup de personnes s'en fichent un petit peu de ce qui peut leur arriver. Quand Ryu meurt ou quand Yorozu meurt, est-ce que c'est réellement impactant pour le lecteur? Ça, je ne sais pas. C'est vrai que peut-être faire un flashback avant en fait la traque mortelle sur le passé, un arc sur le passé, on aurait déjà croisé tous les personnages, puis les retrouver dans l'époque actuelle, alors ça aurait été ultra hypant. Dans un sens, peut-être que ça aurait marché, mais de toute façon, moi, je trouve que ça va. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour terminer sur le flashback, encore une fois, c'est vrai qu'il y a énormément de références au passé, même au passé japonais réel, et je pense que pour apprécier pleinement Jujutsu Kaisen aussi, il faut connaître toutes ces références, mais c'est un peu réverbatif de toutes les lister. Et il y a des trucs vraiment subtils, hein, comme Yorozu qui utilise des vocabulaires qui sont plus proches d'un langage de Yakuza, la ville qui est l'ancien nom de la ville de Kyoto, ou même ce festival des récoltes qui a réellement existé. Mais bon, bref. Parlons-en tout de suite de l'extension de territoire de Yorozu et surtout du cas global de son personnage au final dans l'histoire. Est-ce qu'il nous aura impacté ou pas? Car dans le présent, elle le dit, pas amour, elle compte bien le tuer. Ouais, je sais, c'est une version un petit peu bizarroïde de l'amour et c'est là qu'elle va créer une sphère parfaite. C'est une figure théoriquement impossible, juste mathématique et en fait, vu qu'elle n'a pas de source de contact, bah elle peut lâcher une pression juste énorme sur ceux qu'elle touche. Et là, c'est assez intéressant. Et je vais m'arrêter là parce que tu as peut-être senti que, voilà, j'étais pas trop sûr de ce que je disais et c'est normal. Je suis pas forcément, en fait, dans ce type de domaine. C'est vrai que Gege Akutami, il aime bien explorer ces formes impossibles, des concepts même mathématiques. Il y a même des débats autour de son manga avec des mathématiciens qui en parlent et qui parfois réfutent même ce qu'il écrit dans son manga. Mais au final, c'est vrai que ça peut être assez intéressant pour ce genre de personnes. Mais pour les autres, les simples mortels comme nous qui ne s'intéressent pas forcément aux formes et aux figures parfaites, alors c'est vrai que ça peut peut-être nous perdre. Et c'est là que j'ai un petit message à vous passer. Si vous êtes un petit peu perdu, franchement, bah on s'en fout en vrai. Enfin, moi personnellement, la manière dont je lis Jujutsu Kaisen, en fait, j'applique un petit peu la même méthode que quand je lis du Nietzsche ou un truc comme ça, sans comparer les deux, bien entendu. Donc, en fait, c'est que les philosophes, parfois, ils commencent avec une idée et après, ils commencent à divaguer, ils partent super loin et c'est vrai que tu perds le fil de leur pensée. Et c'est pour ça que je mets des petites parenthèses dans ma tête entre certaines choses qui sont en train de dire. Et là, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'explication de cette sphère? Non, pas réellement. Bien sûr, si on réussit à tout saisir, alors on peut faire des théories sur la suite, comme pour Yuki et la masse, où ça va, c'était plus simple à comprendre, donc j'avais pré-shot le trou noir, mais comme beaucoup de personnes. Mais bon, je pense réellement que si tu ne comprends pas entièrement ce que t'explique Gege Akutami, dans tous les cas, les faits simples sont là. Cette boule peut péter des trucs. Voilà, tout simplement, tu vois, t'as pas besoin d'aller plus loin. Si tu peux aller plus loin, tant mieux. Si tu aimes aller plus loin, tant mieux.
Mais voilà, c'est pour ça que moi je trouve que ça passe à chaque fois. Je sais que ça peut paraître déstabilisant comme avec les nombreuses références justement à l'époque passée du Japon. Donc pour moi on peut en faire abstraction. Donc là c'est assez intéressant parce que cette sphère elle semble être une barrière puisque ça va être l'activation de son extension de territoire et c'est vrai qu'une sphère parfaite c'était quelque chose auquel on n'avait pas forcément réfléchi, pensé. C'est vrai que les barrières là elles deviennent plus intéressantes même sous une forme offensive. Si justement on peut créer des formes qui peuvent répulser ou en tout cas écraser les choses qui sont en leur contact. Et même, est-ce que Gojo est capable de faire cette sphère parfaite? Est-ce que c'est une sphère parfaite quand il fait son extension de territoire ou c'est juste un cercle? Tu vois, je sais pas. Mais bref, son extension de territoire, on ne la verra pas beaucoup puisque les 3 détresses, donc son extension de territoire est une extension qui peut one-shot. Donc comme les extensions de territoire des nouveaux exorcistes et pas forcément comme les extensions de territoire des personnes du passé, comme Gojo, si elle active sa capacité à l'intérieur de son extension, alors normalement c'est terminé pour Sukuna. Et c'est là qu'elle va être surprise parce que Sukuna, par contre, ne va pas utiliser son extension de territoire, ce que fait normalement une personne pour contrer son adversaire. Et au lieu de ça, ça y est, il va enfin utiliser la roue qu'il a au-dessus de la tête, qui va rentrer dans une ombre et dans une page qui marche extrêmement bien. Encore une fois, en termes de composition, Jujutsu Kaisen, c'est là, c'est bon, ça te donne des pages qui sont atypiques, qui sont recherchées, avec la roue qui va former à elle-même une propre case avec l'invocation de Mahoraga. Le Shikigami surpuissant de Megumi qui peut s'adapter à tout et qui va juste éclater cette sphère parfaite qui normalement ne pouvait pas être éclatée de cette manière. Puis Yorozu va se faire battre. Et là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair ce qu'il s'est passé parce que voilà, on voit juste la roue qui part dans l'ombre. Est-ce que ça veut dire que Mahoraga a été invoqué directement dans l'extension de territoire? Certaines personnes pensent carrément qu'il a été invoqué via l'ombre qui aurait téléporté la roue directement à l'extérieur, mais dans tous les cas, voilà, il est là. Et surtout, plus intéressant et plus important, c'est que Sukuna le dit, en fait, il s'était adapté à la capacité de Yorozu. Parce qu'au final, on ne sait pas comment ça se fait que Mahoraga a réussi à éclater cette capacité. Et là, c'est pas encore clair à ce niveau-là, parce que c'est quand même très ouvert à l'interprétation pour l'instant comment a marché justement cette capacité de Sukuna. Alors pour moi, il aurait trouvé le moyen justement de pouvoir combler la seule faiblesse de Mahoraga, donc le fait qu'il puisse s'adapter mais après une attaque et donc qu'il puisse être explosé si une attaque vient d'un coup et pète tout, comme ce que Sukuna avait déjà fait par le passé. Sauf que là, vu que c'est Sukuna qui dit que c'était lui qui s'était adapté, peut-être que le fait qu'il y ait la roue justement sur sa tête, c'était pour que Mahoraga prenne les informations quand il se faisait attaquer par les capacités de Yorozu. Et une fois qu'il a vu toutes ses capacités, alors peut-être que Mahoraga était déjà invincible face à elle. Et ça, ce serait complètement fou de voir justement un utilisateur des 10 ombres, donc Sukuna, se battre, voir toutes les capacités des personnes, vu qu'elles résistent mieux que Mahoraga, et ensuite lâcher sa bête indestructible. Bon, je suis peut-être pas trop clair, mais donc Mahoraga, il a besoin d'informations pour devenir invincible, et donc avec la roue, peut-être que Sukuna aurait pris ces informations depuis le début du combat. Voilà, il lui dit qu'elle était prévisible, étant donné qu'elle utilisait une capacité faible pour lui, donc elle allait se concentrer sur les seules choses qu'elle sait faire, donc ce liquide métallique et cette armure d'insecte, et elle mourra en disant qu'elle est contente que Sukuna l'ait remarqué. Bref, et c'est vrai que c'est un petit peu triste pour Yorozu, mais c'est vrai que le personnage, il n'a pas eu un si grand effet que ça au final. J'ai même été gêné par moments quand elle a utilisé son extension de territoire et s'est fait éclater 2 secondes après. Ouais. C'était gênant. Et c'est vrai qu'en soi, sa capacité était intéressante, mais son passage dans le manga ne m'aura pas tant marqué que ça. Hormis, bien entendu, le fait qu'elle soit la sœur de Megumi. Donc là, qu'elle soit dans le corps de Tsumiki. Et ça a dérangé beaucoup de personnes. Dans le sens où, justement, en fait, je vous disais que beaucoup de personnes avaient cette impression de rush, justement, des chapitres. Et peut-être que vous l'avez pas compris parce que les derniers chapitres, quand Sukuna prenait le corps de Megumi, c'était juste incroyable, bien sûr. Mais aussi, là, c'était aussi une autre intrigue qui était préparée depuis le début de la série. Depuis le début de la série, Megumi, il veut sauver sa sœur qui est tombée dans le coma. Et au final,
bah, elle sera jamais apparue, on l'aura jamais vue, on l'aura vue pour 3 chapitres et en fait elle a été possédée par quelqu'un d'autre et la sœur de Megumi, est-ce qu'elle nous aura laissé un impact? C'est vrai que c'est discutable. Et je vous le dis clairement, après avoir réfléchi un petit peu à tout ce qui se passe lors de la traque mortelle, Kashimo est incroyable. Vraiment, on va rouvrir le dossier Kashimo un jour parce que vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait face à Akari. J'y pense un petit peu tous les 2-3 jours en ce moment parce que vraiment c'était une dinguerie au final. Hein. J'étais plus Akari que Kashimo, mais je me suis rendu compte que quand même, il nous a lâché un truc face à Akari. Il a décidé de se battre face à Akari alors qu'il avait le choix directement quand il était immortel. Parce qu'il disait que c'était un truc de faible de battre en retraite alors qu'il était face à quelqu'un d'immortel. C'est juste n'importe quoi, il aurait pu temporiser. Il est complètement ouf. Franchement, maintenant, mes espoirs, ils sont sur lui là, à 100%. Faut qu'on parle justement de cette dernière page qui nous montre juste un Megumi qui a donc tué sa sœur, même si c'est Sukuna qui contrôle son corps et il est en train de sombrer. Et je trouve que cette page, justement, elle répond bien à la première page du bain de Sukuna, celle où on voyait un Sukuna qui était en train de regarder vers le haut, des petites bulles qui montraient qu'il était en train de respirer, qui allait sortir de cette eau, alors qu'ici, on voit un Megumi qui sombre dans les profondeurs, qui ne bouge même plus, qui est en PLS, qui fait de la peine à voir, hein, en position fétale même. Et il est en train de pleurer et tu vois vraiment cet effet en plus sur son visage de lumière qui passe à travers l'eau. Je vais pas te mentir, ça fait mal au cœur, tu vois, il parle pas, il est juste à bout. Et je trouve que Gege Akutami, sur cette page, il arrive vraiment à te le faire ressentir, c'est... Ah purée, ça fait de la peine, hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et un jour, croyez-moi, je vous en reparlerai en détail. Mais ça fait qu'au final, là, plus j'avance et plus je me dis que si on regarde bien tous les événements du manga depuis le début, chaque victoire que les protagonistes ont eue, que les gens du côté du bien même ont eu, en fait c'était des victoires momentanées, mais ça n'a jamais changé les plans des vilains. En fait, c'est les vilains qui dominent dans Jujutsu Kaisen, les ennemis gagnent tout le temps et ça commence à faire flipper pour la fin du manga. Mais bon, sait-on jamais, puisque la tristesse d'un Fushiguro de Megumi peut se transformer en haine, tout comme Toji. Puisque c'est au moment où Toji a perdu la femme qu'il aimait qu'il a sombré. Alors peut-être bien que pour Megumi, ce serait la même chose. Et que ça lui permettrait, au lieu de sombrer, justement, d'émerger. Et de peut-être devenir un monstre de haine, non pas envers le clan Zenin, mais envers Sukuna, qui ressortirait juste pour le tuer. Et bien sûr, pour se réveiller et se remotiver, il aurait besoin d'un élément qui nous a peut-être été montré lors de ce chapitre. À la fin, avant de mourir, on voit Yorozu qui est en train de perdre la vie, qui tend sa main vers Sukuna et lui dit de penser à elle avec ça. Avant de mourir, donc, elle aurait laissé un dernier cadeau à Sukuna. Et justement, un cadeau qu'on ne pourrait pas voir pour l'instant. Un élément scénaristique qui réémergerait dans la suite de Jujutsu Kaisen. Qui peut maintenant faire toute la différence. Donc je terminerai sur ça. Même si Megumi est perdu et qu'il n'y a plus d'espoir, Yorozu a peut-être laissé une dernière chose à Sukuna. Une chose qui ne peut pas être une arme et qui sait. Peut-être tout simplement que proche de la mort, c'est Tsumiki qui a repris le contrôle avant de mourir pour créer ce dernier élément. Pour laisser un dernier objet ou juste un dernier message à son frère. Car si Megumi aimait sa sœur au point d'avoir fait de son sauvetage son seul objectif, Tsumiki doit elle aussi énormément tenir à son petit frère. Et si elle a réussi à le changer à l'époque, alors que c'était un rebelle qui tabassait les autres élèves du collège, peut-être que Sukuna s'est trompé. Peut-être qu'il a juste mal compris les humains. Et que certes, Megumi est endormi pour l'instant, mais c'est peut-être surtout la mort de sa sœur qu'il faudra venger qui le réveillera. My best friend!